Alors, étudions cette première courbe paramétrée d'équation x de t égale cosinus cube t et y de t égale sinus cube t qui s'appelle l'astroïde, et t est a priori un paramètre réel. Alors, voyons un peu le plan d'étude qu'on va adopter pour cette courbe-là. On va d'abord déterminer un domaine d'étude le plus simple possible. Ensuite, en deuxième partie, on va étudier les variations conjointes, c'est-à-dire les variations de x de t et y de t, mais vues simultanément. On placera quelques points particuliers sur la courbe. Ensuite, on verra s'il existe des points singuliers, on les calculera et on calculera les tangentes aux points singuliers. Et bien sûr, évidemment, tout ça nous permettra de tracer cette courbe paramétrée. Alors, commençons donc par déterminer un domaine d'étude. Alors, il faut bien comprendre que la courbe est définie sur tout R, donc son domaine de définition, c'est tout R, mais on va trouver un intervalle d'étude beaucoup plus petit. Donc, tout d'abord, il est clair que x et y sont 2π périodiques. Donc, x de t plus 2π, c'est égal à x de t, ceci quel que soit t. Même chose pour y de t. Donc, en fait, on obtient tout le graphe, on obtient tout le support de la courbe. Le support de toute la courbe, en se limitant à un intervalle de longueur de π. Alors, un intervalle de longueur de π, on va choisir un intervalle symétrique par rapport à l'origine. On va prendre par exemple l'intervalle moins π. Deuxième restriction, on va étudier la parité. Donc x de moins t, donc le cosinus est pair, donc x de moins t c'est x de t. Par contre, le sinus de t est impair, à la puissance cube, ça reste impair. Et donc y de moins t, c'est moins y de t. Ce qui signifie, si on appelle m le point courant de la courbe, que le point m au paramètre moins t, il peut s'obtenir en fonction du point m au paramètre t par la symétrie suivante. Donc si on a par exemple ici le point m de t, alors son abscisse c'est x de t, y de t. Le point m de moins t, il a la même abscisse, mais l'ordonnée c'est l'opposé. C'est-à-dire que le point m de moins t s'obtient par rapport à la symétrie d'axe OX du point m de t. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se limiter à, par exemple, au réel positif. Et comme on est déjà sur l'intervalle moins pi, on fait une étude sur l'intervalle 0π seulement. Alors, on a tout intérêt à réduire davantage cet intervalle pour simplifier nos calculs ultérieurs. Alors, on remarque que x de pi moins t s'exprime facilement en fonction de x de t. Alors, cosinus de pi moins t, c'est moins cosinus t, donc x de pi moins t, ça donne moins x de t. Et par contre, sinus de pi moins t, c'est sinus t, donc y de pi moins t, c'est y de t. Il y a une autre façon de réécrire ça en posant entre guillemets t égale à pi sur 2 plus t, donc on fait un changement de variable, on devra appeler en toute rigueur t' égale pi sur 2 plus t. Ça nous donne en fait que x de donc pi moins pi sur 2 plus t, donc ça donne x de pi sur 2 moins t, est égal à moins x de pi sur 2 plus t. Et y de pi sur 2 moins t est égal à plus y de pi sur 2 plus t. Donc, ça nous donne une relation entre deux points. Donc cette fois, si on a ici le point m de pi sur 2 moins t, il est relié au point d'abscisse m de pi sur 2 plus t, par une symétrie
donc m de pi sur 2 plus t, s'obtient en fonction du précédent par la symétrie, cette fois, d'axe vertical, d'axe désordonné, de m de pi sur 2 moins t. Donc, conclusion. On va faire seulement une étude sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ensuite, par la symétrie d'axe OY, on en déduira le tracé de la courbe sur l'intervalle, donc 0 pi sur 2, et ensuite pi sur 2 pi. Puis, par la symétrie d'axe OX, on passera de l'intervalle 0 pi à l'intervalle moins pi pi. Et ensuite, par 2 pi périodicité, une fois qu'on a tracé la courbe sur moins pi pi, on a tracé toute la courbe. Donc la deuxième partie de notre étude, ça va être l'étude des variations de notre courbe, mais on a dit on se limite à l'intervalle 0 pi sur 2 et on en déduira le reste du tracé par symétrie. Donc tout d'abord, le calcul des variations se fait par dérivation. Donc pour la première coordonnée, on a x de t, c'est cosinus cube t. Donc la dérivée, c'est moins 3 sinus t cosinus carré t. On aura besoin de savoir quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc x' de t est égal à 0. Alors on est sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc le sinus de t ne s'annule qu'en 0. Et le cosinus, lui, ne s'annule qu'en pi sur 2. Et tant qu'on y est, on veut savoir le signe de cette dérivée. X' de t est strictement négatif tout le temps pour t dans 0 pi sur 2. Donc ce qu'on vient de faire pour x, on le fait aussi pour l'autre coordonnée y. Y de t, c'est donc sinus cube t. On calcule la dérivée, c'est donc 3 cosinus t sinus carré t. Quand est-ce que y' de t s'annule? Il s'annule encore une fois, soit ici en 0, soit ici en pi sur 2. Donc c'est les mêmes points d'annulation. Et cette fois-ci, sur l'intervalle 0 pi sur 2, y' est toujours positif. Donc il est même strictement positif pour t appartenant à 0 pi sur 2. Donc maintenant, on peut dresser le tableau des variations conjointes. C'est quoi le tableau des variations conjointes? C'est-à-dire, on fait varier t, donc on a dit ici de 0 à pi sur 2. Et sur un même tableau, on va écrire comment varie x et comment varie y. Alors on écrit aussi les dérivés x' et y', parce que le signe de dérivée va nous donner les variations. Donc on sait que x' s'annule en 0 et en pi sur 2. On a vu qu'elle était négative ici, donc on en déduit que la fonction x est décroissante. Et on peut calculer ici que x de 0, ça vaut 1, et x de pi sur 2, ça vaut 0. Donc la fonction x est décroissante de 1 à 0. Pour y', on a vu que y' s'annule aussi en 0 et en pi sur 2. On a vu qu'elle était tout le temps positive. Et donc on en déduit que la fonction y est croissante. Et en 0, y vaut 0. Et en pi sur 2, y vaut 1. Alors on a bien dressé un tableau des variations conjointes. C'est important pour pouvoir décider de l'allure de la courbe. On voit qu'au point 0, la courbe part du point d'abscisse x et d'ordonnée 0, donc du point 1, 0. Puis x décroît. Ça veut dire quoi que x décroît? Ça veut dire que la courbe se déplace de la droite vers la gauche. Les abscisses décroissent. Par contre, y croît, ça veut dire que la courbe monte, entre guillemets. Donc la courbe va partir du point 1, 0 et va se déplacer vers la gauche en montant jusqu'au point de paramètre pi sur 2 qui est le point 0, 1. Donc la courbe va du point 1, 0 au point 0, 1 en allant vers la gauche et en montant. Alors ensuite, pour nous aider dans le tracé, on peut placer quelques points particuliers.
Alors on va juste en regarder. On a déjà vu que le point 1, 0 appartenait à la courbe, le point 0, 1 aussi. On peut regarder ce qui se passe pour le paramètre t égale à pi sur 4. Donc le point m de paramètre pi sur 4, il a donc pour abscisse x de pi sur 4, y de pi sur 4. Donc on se souvient que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, sinus de pi sur 4 aussi. Et donc au cube, ça nous donne racine de 2 sur 4, racine de 2 sur 4. Donc ça nous permet de placer le point et on peut placer une information supplémentaire, importante, c'est la tangente en ce point. Alors on sait que la tangente, lorsqu'on va calculer le vecteur dérivé, qui est donc donné par x' de t, y' de t. Donc on a calculé déjà les expressions de x' de t, y' de t. Et donc quand on calcule ici le vecteur dérivé en pi sur 4, on obtient moins 3 racine de 2 sur 4 plus 3 racine de 2 sur 4. Alors ce vecteur dérivé est non nul et donc il dirige la tangente. Alors on peut le voir que de façon beaucoup plus simple puisque le vecteur, un vecteur directeur est défini à une constante près. Donc on peut par exemple mettre 3 racine de 2 sur 4 en facteur et un vecteur qui dirige la tangente est donc le vecteur moins 1, 1. Donc c'est parallèle à la seconde bisectrice. Donc on a calculé la tangente en un point spécial où tout se passait bien. On va maintenant regarder ce qui se passe au point singulier. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un point singulier? C'est un point où les deux dérivés s'annulent. Alors je vous rappelle qu'on se limite à notre étude sur l'intervalle 0 pi sur 2 et qu'on a étudié les variations de x' et y', et on a vu que x' et y' s'annulent en même temps uniquement en t égale à 0 et en t est égal à pi sur 2. Donc on a en fait deux points singuliers, le point de paramètre 0 et le point de paramètre m de pi sur 2, qui sont des points singuliers, et donc pour lesquels le vecteur dérivé ne va donner aucune information sur la tangente. Donc il faut travailler ici, on va travailler à la main pour trouver la tangente, par exemple, au point m de 0. Alors on revient à la définition, disons, basique de la tangente, c'est-à-dire qu'on va chercher la pente de la tangente, s'il y en a une en 0, comme limite d'un taux d'accroissement, x de t moins y de t moins y de 0 divisé par x de t moins x de 0. Alors, y de t, c'est donc sinus cube t, y de 0, c'est 0, divisé par x de t, c'est donc cosinus cube t, moins x de 0, c'est 1. Donc on souhaite savoir si cette expression a une limite finie ou pas en 0. On va pour ça faire un développement limité. Donc on est au voisinage de 0. Donc sinus t est équivalent à t, donc sinus cube t est équivalent à t cube. Et cosinus t, c'est équivalent, enfin c'est un développement limité, ça commence par 1 moins t2 sur 2 plus petit o de t2 au cube moins 1. Donc ce qui nous donne, donc on a toujours t cube au numérateur. En développant ici, on va obtenir un terme constant qui est égal à 1, mais qui va se supprimer avec l'autre terme constant qui est égal à 1. Et ensuite, quand on développe cette puissance 3, il va apparaître un triple produit, moins 3 demi de t carré. Et puis on n'a pas besoin des autres termes, donc je les appelle, je les mets dans le reste, petit o de t2. Donc je vous ai déjà dit, les 1 se simplifient. Et donc en fait, il nous reste quelque chose qui est du type t3 divisé par moins 3 demi de t2 plus petit o de t2.
Et donc ceci, donc on peut simplifier par t au carré. Et donc c'est équivalent à moins 2 tiers sur t, donc en 0. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait juste de savoir la limite. Donc ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le taux d'accroissement qui correspond à la pente de la droite qui relie m de t à m de 0, ce taux d'accroissement a une limite. Donc c'est-à-dire qu'il y a une tangente en m de 0. Donc on sait déjà que la tangente doit passer par m de 0. Et sa pente est donnée par la limite du coefficient directeur de pente nulle. Donc c'est une tangente horizontale. Alors, on pourrait faire le même calcul à l'autre point singulier et on s'apercevrait qu'on a une tangente à ce moment-là verticale. Nous avons suffisamment de matériel pour pouvoir faire un tracé précis du support de cette courbe paramétrée. Donc on commence par placer quelques points. Donc on a vu que le point de paramètre 0, c'était le point 1, 0. On a vu que le point de paramètre m de pi sur 2, c'est le point 0, 1. On avait placé un seul point intermédiaire qui était le point de paramètre pi sur 4, donc, dont on avait calculé les coordonnées. Et puis, en ces points-là, on a en fait calculé les tangentes. Donc, on avait calculé ici que la tangente avait pour vecteur directeur moins 1, 1. Donc, c'est-à-dire qu'on a une vecteur qui est comme ça sur la seconde bisectrice. On a vu ici que ici, c'est un point singulier où il y avait une tangente horizontale. On n'a pas calculé, mais on pourrait faire le calcul ici qu'on a une tangente verticale. Et ça nous donne assez suffisamment d'informations pour avoir une idée du graphe de la fonction. Donc ici, on part en 0 avec une tangente horizontale. On passe ici avec une tangente ordinaire. Et on arrive ici au paramètre pi sur 2 avec une tangente verticale. Alors là, on a fait en fait qu'une partie du travail, on a fait notre étude sur l'intervalle 0 pi sur 2. Mais on a dit que pour le reste, on pouvait le déduire par des symétries. On a vu qu'ensuite, pour aller de pi à pi sur 2, il suffisait de faire une symétrie par rapport à l'axe OY. Donc on part de pi sur 2, et par symétrie, on arrive au point de paramètre pi. Et donc maintenant, on a notre courbe sur un intervalle de 0 à pi. Et on a vu que pour en déduire la courbe sur l'intervalle de moins pi à pi, il suffisait de faire une symétrie par rapport à l'axe OX. Donc ici, maintenant, on repasse dans les t négatifs. Donc on part de 0, mais avec t négatif. Et on a ici notre paramètre. Et vous comprenez pourquoi maintenant cette courbe s'appelle l'astroïde. Donc je reprends, on part de 0, un point singulier, on arrive en pi sur 2, un point singulier, on repart, on arrive à pi, on arrive à 3 pi sur 2, et on retombe ici au point m de 2 pi, et on recommence, notre courbe reparcourt une infinité de fois le support de la courbe. Nous allons étudier cette seconde courbe donnée par l'équation x de t égale t moins tangente hyperbolique de t et y de t égale 1 sur cosinus hyperbolique de t. Alors, son domaine de définition, c'est t est valable pour n'importe quel réel parce que le cosinus hyperbolique est toujours plus grand que 1, donc ici ne s'annule jamais. On va tout d'abord définir un domaine d'étude plus petit que, évidemment, R tout entier. On va étudier la parité de notre fonction. Donc on remarque que x de moins t, comme la fonction t est impaire et la fonction th est impaire aussi, x de moins t c'est moins x de t. Et par contre la fonction cosinus hyperbolique est paire, donc y de moins t c'est y de t.
Donc, on en déduit quoi? Que si on a ici le point m de t, on peut, par symétrie, trouver le point m de moins t, qui a la même ordonnée, mais par contre, qui a l'abscisse opposée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va seulement faire l'étude, par exemple, pour les t positifs, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis, pour obtenir les points de paramètres négatifs, on va appliquer la symétrie qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire la symétrie d'axe OY, du point m de t qui donne le point m de moins t. Deuxième partie, nous allons étudier les variations conjointes, pas sur R tout entier, mais maintenant, vu qu'on a réduit notre intervalle, sur l'intervalle 0 plus l'infini seulement. Alors, en étudiant les variations d'abord de x et de y, donc on rappelle que x de t, c'est t moins tht, donc on en déduit la dérivée, c'est 1 moins, donc la dérivée de tht, c'est 1 moins th carré t. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on obtient que x' de t, c'est th carré t. Alors, quand est-ce que x' de t peut s'annuler? Il s'annule si et seulement si la tangente hyperbolique est nulle, c'est-à-dire si et seulement si t égale 0. Et maintenant, on remarque que si t n'est pas égal à 0, alors, sur notre intervalle d'étude 0 plus l'infini, la dérivée est strictement positive. Voilà ce qu'on a fait pour x, on le refait aussi pour y. Y de t, c'est 1 sur cosinus hyperbolique de t. On en déduit la dérivée y' de t, donc c'est moins sht sur ch carré t. Quand est-ce que y' peut s'annuler? Y' s'annule si et seulement si le sinus hyperbolique s'annule, donc seulement pour t égale à 0. Et je vous rappelle qu'on est sur les t positifs, donc le sinus hyperbolique est positif, le cosinus carré aussi, et donc ça veut dire que la dérivée est strictement négative dès que t est strictement positif. Donc on a maintenant tous les ingrédients pour étudier simultanément x de t et y de t. Donc on a notre paramètre t qui varie ici de 0 à plus l'infini. x' de t. x' de t, donc on a dit en 0, ça vaut 0. Et ensuite, la dérivée est toujours strictement positive. Donc ça veut dire que notre fonction x est ici strictement croissante. En 0, on démarre à 0 moins tangente de 0, ça fait 0. Et on en profite pour étudier la limite en plus l'infini. Donc la tangente t tend vers 1 quand t tend vers plus l'infini. Et donc cette expression x de t tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Alors avec les mêmes paramètres, on en déduit les variations de y. Donc tout d'abord, on sait que y' s'annule aussi en 0, mais par contre, après, y' est tout le temps négative, ce qui veut dire que notre fonction y est strictement décroissante. Y de 0, donc le cosinus hyperbolique de 0, c'est 1, donc 1 sur 1, ça donne 1. Et le cosinus hyperbolique tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini, donc ça nous donne pour limite 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Que nous dit ce tableau de variation conjointe? Ça nous dit que au paramètre 0, on est au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, donc on est au point 0, 1. Puis les x vont croître, donc on va se déplacer de la gauche vers la droite. Par contre, les y vont décroître, donc on va se déplacer du haut vers le bas. Donc on part du point 0, 1, et puis on va aller vers la droite en descendant. Et où est-ce qu'on va se diriger? Alors moralement, on se dirige vers le point qui a une abscisse plus l'infini et d'ordonnée nulle, donc on se dirige vers le bout de l'axe des abscisses. On continue l'étude de notre courbe paramétrée, on va s'intéresser maintenant aux points singuliers. Alors les points singuliers, je vous rappelle que ce sont les points où x' de t égale à 0 et y' de t égale à 0. On a vu que x' de t s'annule seulement
en t égale 0, et même chose pour y' de t. Donc en fait, on n'a qu'un seul paramètre qui donne un point singulier, qui est le point M0, qui est donc l'unique point singulier. On va calculer la tangente en M0, donc on va voir s'il existe une tangente. Pour cela, on calcule le taux d'accroissement y de t moins y de 0 sur x de t moins x de 0. Donc si ce taux d'accroissement a une limite finie lorsque t tend vers 0, alors on aura une tangente et la limite, ce sera le coefficient directeur de la tangente. Alors remplaçons, y de t c'est 1 sur CHT, y de 0, donc le cosinus hyperbolique de 0 c'est 1, et divisé par t moins THT moins x de 0 qui vaut 0. Pour simplifier cette expression, je multiplie au numérateur et au dénominateur par le cosinus hyperbolique, ce qui me donne 1 moins cosinus hyperbolique de t, facteur de t fois cosinus hyperbolique de t. Et on n'oublie pas que la tangente hyperbolique, c'est le sinus divisé par le cosinus. Et donc en multipliant par le cosinus hyperbolique, ça donne au dénominateur TCHT moins SHT. Maintenant, je veux le comportement local de cette expression au voisinage de 0. J'ai donc effectué un développement limité du numérateur et du dénominateur. Donc le développement limité de cosinus hyperbolique t, c'est 1 plus t2 sur factoriel 2 plus etc. Mais je m'arrête là. Et au dénominateur, on retrouve du cosinus hyperbolique moins le développement limité du sinus hyperbolique, c'est donc t plus t3 sur factoriel 3 plus etc. Je m'arrête à l'ordre 3. Alors ça va se simplifier, les termes constants disparaissent et donc au dénominateur, on obtient moins t2 sur 2 plus un reste. Au dénominateur, les t se simplifient, on obtient du t cube sur 2 moins du t cube sur 6, ce qui fait du t cube sur 3, plus évidemment un reste. Et donc ceci, c'est équivalent à moins 3 demi sur t, qui tend vers moins l'infini quand t tend vers 0. Disons 0 par valeur positive. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas une limite finie, mais par contre on a une limite qui vaut plus l'infini, ça veut dire qu'on a une tangente verticale. Donc on a une tangente verticale en m de 0. Donc la situation locale en m de 0, c'est qu'on a une tangente comme ça, verticale. Autre bout de l'étude, on va étudier les asymptotes, disons en plus l'infini, puisqu'on se limite au t positif. Alors c'est assez facile. Quelles sont les limites? On a déjà étudié dans le tableau de variation que x de t tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. On a aussi vu que y de t tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Ça signifie qu'on a une asymptote qui est en fait tout simplement l'axe des abscisses, y0, pour t qui tend vers plus l'infini. Avec l'étude qu'on vient de faire, on a tout ce qu'il faut pour tracer la courbe. Donc on peut commencer par placer un premier point qui est le point de paramètre 0, donc qui est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. On a vu qu'en ce point, la tangente était verticale. On a aussi vu que quand t tend vers plus l'infini, on avait une asymptote qui était en fait l'axe des abscisses. Et donc maintenant, la courbe part du paramètre t égale 0. Elle part avec une tangente verticale. Et ensuite, on a une asymptote qui est l'axe des abscisses.
Alors ça, c'est pour les paramètres positifs, mais on a vu que pour obtenir les paramètres négatifs, il suffisait de faire une symétrie par rapport à l'axe OY. Et donc on part encore une fois avec une tangente verticale et on a aussi une asymptote horizontale. Nous allons maintenant étudier la courbe qui s'appelle la cycloïde, dont l'équation est x de t égale t moins sinus t, y de t égale 1 moins cosinus t, et t est pour l'instant n'importe quel paramètre réel. Alors on commence toujours par essayer de trouver un domaine d'étude plus simple. Alors on remarque d'abord que x de t plus 2pi, ça nous donne t plus 2pi moins sinus de t plus 2pi, mais la sinus est périodique, donc moins sinus t. Et donc c'est exactement x de t plus 2pi. Et par contre, ici, la fonction cosinus est aussi 2pi périodique, donc y de t plus 2pi, c'est y de t. Ça veut dire qu'on va pouvoir se limiter à une étude sur un intervalle de longueur 2pi, donc par exemple l'intervalle moins pi plus pi, et qu'ensuite on va déduire le point de paramètre m de t plus 2pi, qui est le translaté du point de paramètre m de t par la translation de vecteur horizontal de pi 0. Donc on en déduira, on passera de l'intervalle moins pi, pi à l'intervalle pi, 3pi, et puis on réitérera cette translation, et par translation successive, on a la courbe qui sera tracée sur R. Alors on peut faire un petit peu mieux, on remarque que la fonction x est impaire, la fonction y elle est paire, et donc on va limiter notre étude sur l'intervalle 0 plus pi, et on déduira le point de paramètre moins t par la symétrie d'axe des ordonnées sur l'intervalle moins pi plus pi. On peut maintenant passer aux variations conjointes. Donc évidemment, on se limite à notre intervalle 0 plus pi. Alors on commence par la première coordonnée. La dérivée, c'est 1 moins cosinus t. Quand est-ce que la dérivée s'annule? La dérivée s'annule quand le cosinus est égal à 1. Donc sur l'intervalle 0pi, c'est seulement pour t égale 0. Et en dehors de t égale 0, la dérivée est positive, toujours sur l'intervalle 0pi. On fait la même chose avec y. Y de t, c'est 1 moins cosinus t. La dérivée, c'est donc plus sinus t. La dérivée s'annule quand sinus s'annule, c'est-à-dire sur l'intervalle 0pi en t égale 0 ou t égale à pi. Et en dehors de ces deux valeurs, la dérivée est strictement positive. On trace maintenant le tableau des variations conjointes sur l'intervalle 0 pi. Donc on a vu la dérivée de x s'annule en 0, elle est ensuite strictement positive, ce qui signifie que la fonction x est strictement croissante. En 0, x vaut 0, et en pi, le sinus de pi vaut 0, et donc la fonction ici vaut pi. Donc la fonction x est croissante de 0 à pi. On fait la même chose pour la seconde coordonnée. On a vu que y est strictement positive et s'annule en 0 et pi. Donc elle vaut 0 ici et là. Elle est positive au milieu. Ça veut dire qu'encore une fois, la fonction y est strictement croissante. Et la fonction y en 0 vaut 0.
Et par contre, en pi, cosinus pi vaut moins 1, donc la fonction y vaut 2. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ce graphe des variations conjointes? On voit qu'au paramètre 0, on a le point de coordonnées 0, 0, et on voit que les deux dérivées s'annulent, donc on a un point singulier au point 0, 0. Et au paramètre pi, on arrive au point de coordonnées pi 0, pi 2, pardon, et pour lequel on a seulement la dérivée y' qui s'annule, ça signifie qu'on a une tangente horizontale. On peut en déduire le comportement global de la courbe. On part du point 0, 0 et on va vers la droite en montant pour arriver au point pi 2. On passe à l'étude des points singuliers. Donc, je vous rappelle qu'un point singulier, c'est un point où le vecteur dérivé est nul, c'est-à-dire x' de t égale 0 et y' de t égale 0. Et d'après le tableau de variation qu'on vient de calculer, c'est possible sur l'intervalle 0pi seulement au paramètre t égale 0. Donc ça veut dire que m de 0, c'est le seul point singulier sur notre intervalle d'étude 0pi. Alors on va calculer la tangente en ce point singulier. Pour cela, on va essayer de déterminer la limite du taux d'accroissement y de t moins y de 0 sur x de t moins x de 0, c'est-à-dire 1 moins cosinus t moins 0 divisé par t moins sinus t moins 0. Donc on effectue un développement limité. Cosinus t, c'est 1 moins t2 sur factoriel 2, etc. Donc ça nous donne ici t2 sur 2 plus un reste. Divisé par, alors le développement limité de sinus t en 0, c'est t moins t3 sur factoriel 3, etc. Donc ça nous donne ici t3 sur factoriel 3 plus petit o de t3. Ce qui fait que ceci, c'est équivalent à 3 sur t, donc en 0. Et donc, ça tend, quand t tend vers 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Donc, ça signifie qu'il y a une tangente et dont le coefficient directeur correspond à plus l'infini, c'est-à-dire on a une tangente verticale en m de 0. Donc on a maintenant suffisamment d'informations pour tracer la cycloïde. Donc on commence par placer par exemple le point M0, donc qui est de coordonnées 0, 0. On a aussi calculé le point M de pi, qui avait pour coordonnées pi 2. On a calculé les tangentes. On a vu qu'en 0, c'était un point singulier avec une tangente verticale. On a vu qu'en m de pi, c'était un point régulier, mais on avait vu que c'était une tangente horizontale. Et on a les variations qui nous disent qu'on part du point M0 et on va du point M0 en m de pi en montant et en allant vers la droite. Donc on part d'une tangente verticale pour arriver à une tangente horizontale. Ça, c'est l'étude seulement sur 0pi. On a vu que pour obtenir ce qui se passe sur 0 moins pi, on fait une symétrie par rapport à l'axe OY. Donc on repart d'une tangente verticale pour arriver à une tangente horizontale. Donc là, c'est le point M de moins pi. Et ensuite, on a vu que on s'était limité à un intervalle de longueur 2pi, parce qu'on pouvait en déduire la courbe sur les autres intervalles par une translation de vecteur 2pi 0. Donc maintenant, notre étude sur moins pi pi, on la translate de vecteur 2pi 0 pour obtenir la courbe sur la période suivante. Et donc, voilà pour l'étude sur pi 3pi. Et puis, on recommence notre translation.
etc., etc. Et même chose de l'autre côté, on retranslate par un vecteur moins 2pi 0. Et donc on obtient ici le graphe de la cycloïde. Alors revenons sur le plan général d'étude d'une courbe paramétrée. Alors c'est un plan qu'il faut bien sûr adapter selon la courbe que l'on étudie. Alors tout d'abord, on détermine le domaine de définition de la courbe paramétrée, c'est-à-dire où est-ce que x de t et y de t sont définis. Mais on essaie tout de suite de réduire ce domaine de définition à un domaine d'étude beaucoup plus petit, soit par une étude des périodicités de x de t et y de t, soit par une étude de la parité, par exemple, ou l'imparité de x de t et y de t, ce qui permet par des symétries de trouver un domaine d'étude plus simple. Ensuite, on calcule le vecteur dérivé, c'est-à-dire le vecteur x' de t, y' de t. Lorsque ce vecteur n'est pas le vecteur nul, ça donne la direction de le vecteur directeur de la tangente en un point régulier. Alors on a calculé x' de t et y' de t, on va en déduire les variations de x de t et y de t, et en plus même les variations conjointes, comment varient x de t et y de t en fonction du paramètre t. Donc ça va nous permet de savoir est-ce que la courbe va vers la droite en montant, vers la droite en descendant, etc. Alors les points spécifiques où le vecteur dérivé est nul s'appellent les points singuliers et méritent une étude à part. Donc on a déterminé ces points singuliers et ensuite on veut savoir quelle est la tangente en ces points singuliers. Deux méthodes pour cela. Première méthode, une méthode à la main où on calcule le taux d'accroissement y de t moins y de t0 divisé par x de t moins x de t0 et on cherche s'il a une limite, ça nous donnera le coefficient directeur de l'éventuelle tangente. Et ensuite, on détermine à la main la position de la courbe par rapport à cette tangente. Une méthode beaucoup plus efficace, c'est de faire un développement limité aux paramètres du point singulier, ce qui donne directement l'équation de la tangente et, en allant suffisamment loin, la position de la courbe par rapport à cette tangente. Ensuite, les branches infinies. Une branche infinie, c'est quand la courbe part à l'infini. Et à ce moment-là, on recherche s'il existe une asymptote, c'est-à-dire une droite qui est asymptotique à la courbe. Pour cela, encore deux méthodes. Soit on cherche l'asymptote à la main, soit on fait un développement limité à l'infini, autrement dit un développement asymptotique qui donne directement une équation de la droite asymptote et la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Alors une fois qu'on a toutes ces informations, on peut tracer la courbe. Pour cela, on commence par placer quelques points particuliers qu'on a obtenus par exemple dans le tableau de variation. On place les tangentes horizontales et les tangentes verticales en des points réguliers qu'on peut lire aussi sur le tableau des variations conjointes. On place les points singuliers, les tangentes au point singulier et le comportement de la courbe au point singulier. On dessine les asymptotes et la position de la courbe par rapport à ces asymptotes. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire un tracé net et précis de notre courbe. Alors, éventuellement, on termine si ce tracé fait apparaître des points multiples, c'est-à-dire les points où la coupe se recoupe elle-même, on peut demander à calculer ces points multiples.